Bienvenue à tous dans cette conférence. Effectivement, peut-être dire un tout petit mot sur ma personne. Donc, Patrick Adam, donc moi je suis coach, formateur et consultant. J'ai un petit peu les trois casquettes. Et comme c'était inscrit dans la diapositive d'entrée, je travaille beaucoup sur les questions de leadership du cœur, de posture, d'économie de l'attention. En tout cas, tous ces sujets de soft skills, on va dire, qui sont des sujets de plus en plus clés dans les organisations où on se pose beaucoup de questions sur les aspects comportementaux et les aspects de posture. Voilà. Donc ça va être précisément le sujet de notre conférence. Vous avez vu qu'on a parlé de gestion des empathies et pas de l'empathie, ce qui est déjà intéressant à souligner, puisqu'on le verra dans cette conférence. On va pouvoir parler des différentes empathies que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc, en soi, est-ce que l'empathie est une compétence? Ça peut paraître évident que oui. Et pour autant, la place de l'empathie dans les dispositifs de ressources humaines, d'évaluation des compétences, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ne sont pas toujours intégrés plus que ça dans les référentiels, mais ça tend à se développer de plus en plus maintenant. Voilà, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que l'empathie, c'est quelque chose de clé, à une période où, comme on va le voir sur cette slide, on est dans un monde aujourd'hui de plus en plus digitalisé, de plus en plus transversal, où on parle de coworking. Je veux bien que tu mettes, Elodie, la slide, le temps qu'elle se synchronise. Voilà, la prochaine. Voilà. Où on rentre dans cette ère que j'ai qualifiée un peu cette ère de la posture. Non, la page précédente, ça va trop vite là. La page précédente, voilà, merci Elodie. Donc l'ère de la posture co, on est dans un monde, je disais, effectivement de plus en plus horizontal, comme vous savez tous, avec des relations de plus en plus des relations de parité. Et ça consacre dans le domaine du développement et du learning un phénomène qui se développe de plus en plus déjà depuis quelques temps, c'est la pédagogie, la pédagogie de peer-to-peer, puisque on n'est plus dans des relations simplement de subordination, le moins possible. On est dans des relations où on recherche de plus en plus la résonance, qui passe forcément par l'empathie, la capacité à pouvoir se synchroniser avec l'autre, à développer de l'intelligence collective dans les organisations, à mettre en place de véritables organisations apprenantes. Voilà. Donc, j'ai simplement voulu l'imager à travers de cette image pour montrer qu'aujourd'hui, les enjeux de cette synchronisation, ils peuvent être effectivement sur l'aspect mental, ils peuvent être sur l'aspect émotionnel de l'affect, ils peuvent être aussi dans les rythmes, les gestes et postures du quotidien, les comportements observables. Et donc, tous ces enjeux de synchronisation posent de façon très, très conséquente le sujet de l'empathie. On va y venir bien sûr puisque c'est notre thème, mais voilà, on est un peu dans une ère de la posture co. Certains pourraient appeler ça le cocorico parce qu'on parle de coopération, de confiance, de coopétition, de coworking, de co-développement, de co-construction et je pourrais encore en rajouter d'autres. Et on voit bien que cette notion du co est absolument essentielle. Et c'est au cœur de ça que l'empathie prend toute sa place. Alors on va avancer notre exposé sur les empathies avec la slide suivante, s'il te plaît Elodie, donc celle sur la chaleur ajoutée. J'attends un petit instant qu'elle se synchronise sur l'écran. Voilà. Voilà. Donc, il y a une petite animation qui va se faire au fur et à mesure. Alors, si je vous pose la question de façon directe, à savoir quand vous voyez une personne dans le monde professionnel, par exemple, mais ce serait la même chose sur le plan personnel, la première fois que vous voyez une personne, qu'est-ce que vous regardez le plus chez elle? Est-ce que c'est sa dimension de compétence ou est-ce que c'est sa dimension de chaleur? Alors, comme je vous ai demandé d'éteindre vos micros, je vais être dans l'exercice délicat de faire les questions et les réponses. C'est pas très empathique pour le coup. Il est probable que la première chose que vous allez observer chez une personne, ça va être son capital sympathie. Ça peut paraître une évidence, mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'importance de la chaleur humaine, c'est la première des choses qu'une personne va rechercher dans la relation. Non pas que la compétence
la technicité, l'expertise du collaborateur ou du collaborateur face au client ne soit pas quelque chose d'essentiel, mais la première chose à 99% que l'être humain recherche, c'est d'abord le capital sympathie, la chaleur. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça, si on croise les deux notions, automatiquement, ça pose la question non pas de la valeur ajoutée, mais ce qu'on appelle maintenant des concepts de chaleur ajoutée dans la relation client. Puisque de plus en plus, les entreprises aujourd'hui cherchent à donner plus d'intensité à leur relation client, à enrichir. On parle beaucoup de relations clients plus premium. Et donc la question, c'est de savoir comment pouvoir enrichir ces relations pour qu'on passe d'un système de valeur ajoutée, ce qui est déjà très bien, à un concept de chaleur ajoutée. D'ailleurs, récemment, j'étais avec Châteauforme, que vous connaissez sans doute très bien, vous y faites certainement des séminaires. Eux, ils parlent beaucoup de cette chaleur ajoutée dans les relations, dans leur maison du séminaire, où ils accueillent leurs participants. Alors, effectivement, comment ça fonctionne? Eh bien, très simplement, si vous avez effectivement une personne qui, de votre point de vue, est faiblement compétente en face de vous quand vous êtes dans une relation client et qui manque de chaleur, ça va donner l'impression ça va laisser la place au mépris, hein. Si effectivement la personne n'est pas compétente pour vous aider, elle ne donne pas du tout le sentiment de vouloir vous aider au téléphone ou dans une relation physique dans un magasin, par exemple, ça va vous donner l'impression que cette personne ne vous est pas du tout utile. Et si en plus de ça, elle manque de chaleur, bah, ça va presque inspirer un sentiment de mépris, le cas échéant. Donc ça, c'est le premier cas de figure qu'on peut observer. Si vous avez quelqu'un qui, effectivement, est toujours très très compétent, voire même enfin, en tout cas beaucoup plus compétent que le précédent, qui a une très bonne technicité dans son discours de vente ou de relation client, mais qui manque de chaleur, je veux bien que tu passes à la suivante, Elodie. À ce moment-là, on va arriver sur une situation qui peut être pris parfois comme de l'arrogance, parfois comme un côté hautain. C'est souvent le vendeur, la relation client qui est très experte, mais qui manque totalement de chaleur humaine. On est à droite du schéma, tu peux avancer d'une case, Elodie, et je pourrais donner un exemple de quelque chose de vécu aux Galeries Lafayette. Je me rappelle d'une fois, quand on faisait des formations à l'école, on avait une école de vente aux Galeries Lafayette. J'ai travaillé aux Galeries Lafayette pendant quelques années. J'en étais le patron de la formation à l'époque. Et effectivement, on avait un client qui arrive pour acheter un parfum au corner de marque des Galeries Lafayette d'Haussmann, Yves Saint Laurent. Il voulait acheter le parfum Opium. Et donc, comme ce monsieur n'y connaissait rien, et il le disait lui-même en termes de parfum, il s'adresse à la vendeuse, la démonstratrice, et lui dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce parfum-là, est-ce qu'il est bien, je voudrais faire un cadeau à ma femme, etc. Et réponse du vendeur, bah écoutez, avec ce parfum-là, votre épouse va totalement incarner cette femme du troisième millénaire, un tantinet mystérieuse et femme fatale, qui ne se laisse pas approcher trop facilement, qui garde un côté un petit peu mystérieux, et après il parlait des flagrances, etc. Et donc vous imaginez le monsieur qui vient pour poser une question, qui se dit, mais il sent bon ce parfum ou quoi? Voilà. Et donc, typiquement, voilà, c'est ce type de relation client qu'on a tous vu dans nos expériences, de quelqu'un qui est très expert, très technique, mais finalement, il n'y a pas de chaleur humaine. Et donc, on a l'impression qu'il fait le dévalage de toute sa culture technicienne de vente, si j'ose dire ainsi. Donc ça peut donner des fois un sentiment d'arrogance. À l'inverse, quand on a quelqu'un qui est très, très chaleureux, alors là, on est de l'autre côté, on a quelqu'un de très chaleureux dans la relation client, donc c'est bien, il va être perçu comme très agréable du côté du client, mais si au final il y a la chaleur mais il manque un peu la compétence, on a un peu l'impression que ça va tourner en rond et le client risque d'être déçu, risque de s'impatienter, va avoir des fois même un sentiment, si je peux dire, de pitié par rapport à cette personne qui a l'air de de pas savoir avancer plus vite avec elle, et donc ça va alimenter progressivement un sentiment de déception. En tout cas, ce sera pas, la personne ne sera pas perçue comme utile pour m'aider à trouver une solution à mon problème. Et puis, in fine, eh ben, voilà, il y a ce que forcément toutes les enseignes essayent de développer, c'est une relation client qui soit à la fois compétente techniquement, mais qui fasse preuve de chaleur humaine, à bon escient, et que cette chaleur se sente tout au long de l'entretien de vente, qu'il soit physique, qu'il soit au téléphone. Et donc là, ça va forcer l'admiration, ça va inviter à une relation de proximité, et donc là, ça va être une expérience
qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus premium dans la relation. Et donc là, on est vraiment dans le domaine de la chaleur ajoutée, avec en plus la compétence. Alors, ça, c'était juste une petite entrée en matière pour dire à quel point cette dimension de la chaleur humaine est absolument essentielle, la chaleur ajoutée, et qu'elle va être beaucoup liée finalement, on le voit, dans les entreprises, chez les collaborateurs, ou dans le manager vis-à-vis d'un collaborateur dans sa relation un peu manager-coach, hein, c'est également très important. C'est finalement, est-ce que j'accepte d'être plus en intimité avec mon client? Est-ce que j'accepte de partager des choses? Et quelle est mon intention dans la relation avec lui? Voilà. Est-ce que je suis dans une intention de générosité au départ? Ou est-ce que je suis essentiellement dans une intention que je qualifierais de fonctionnelle, d'experte? Voilà. Donc, on a bien vu que si c'était essentiellement expert ou fonctionnel, c'était pas ça qui allait provoquer l'inspiration, peut-être, peut-être même une distance. Alors que là, ce qu'on vise, c'est voilà, est-ce qu'il y a une générosité et est-ce que cette générosité va se sentir dans la relation client? Ça, c'est un point très très important. On va continuer sur la slide suivante. Voilà. Euh, Toujours, on est en train de dépeindre un peu le contexte d'exercice de l'empathie. Donc, on a vu le domaine de la chaleur ajoutée. Un autre point qui est très important, souvent, on confond les termes d'empathie et de sympathie. La sympathie, qui a donné naissance au terme que vous connaissez tous de sympathisant, sympathiser pour, avec, notamment dans le domaine de la politique ou des idéologies. Quand on est en sympathie, en fait, on est totalement en fusion avec l'autre. Ce qui veut dire que si l'autre appelle au secours, a besoin d'aide, en fait, quand on est dans la sympathie, on est complètement dans l'adhésion de ce que la personne vit. Voilà, donc ça va être plus difficile de pouvoir l'aider, c'est pas impossible bien sûr, mais comme on est dans une situation de fusion, on sympathise avec la personne, on n'est pas dans une posture idéale pour pouvoir l'accompagner, la conseiller, que l'on soit un vendeur par rapport à un client ou qu'on soit donc un manager par exemple par rapport à un collaborateur. Et on a monsieur ou madame empathie, ici madame, qui va effectivement, on va le voir, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il va proposer, qui va savoir proposer de l'aide utile, mais qui ne va pas fusionner avec la personne. Et là, il y a une différence fondamentale, c'est que dans l'empathie, on est capable effectivement de se mettre à la place d'eux, de ressentir l'émotion, comme vous le savez, mais non pas de fusionner avec elle. Donc sympathie et empathie sont des choses très très différentes. Au même titre que l'antipathie est tout aussi opposée à l'empathie que peut l'être entre guillemets la sympathie, ainsi qu'on vient de le voir. Alors, ça c'est un point très important, ne serait-ce que cette slide-là, parce que souvent dans la posture, quand on veut développer l'empathie, on a des personnes qui pensent qu'elles doivent commencer à développer un grand capital sympathie. Or, ce n'est pas toujours le cas, parce que si je suis trop en proximité, eh bien, je risque de tomber dans le piège d'être beaucoup trop proche et de ne pas pouvoir garder cette relation de distance. C'est aussi bien vrai avec le client que dans une relation manager-collaborateur. Tout ceci étant, tout ce prélude étant expliqué, je vais un petit peu plus loin maintenant sur finalement notre empathie ou nos empathies. De quoi s'agit-il? On va passer à la slide suivante. Voilà. Alors bien évidemment, je vais aborder pas mal de choses. N'hésitez pas à prendre, enfin en tout cas, à mettre soit dans le chat, soit à garder des petites questions pour tout à l'heure, parce qu'on a un temps volontairement consacré aux questions et à l'échange, parce que c'est de loin forcément ce qui est le plus intéressant. Ça rendra l'exercice bien sûr plus interactif dans un deuxième temps, et ça permettra d'échanger, de partager nos expériences tous ensemble. Alors, là, on rentre dans l'empathie. Donc, vous avez là ici quelques photos de famille, si je puis dire, pas la mienne, hein, des photos de bébés, des photos d'enfants, de petite enfance et des parents. Alors, tout ça pour dire que l'empathie, c'est quelque chose qui se joue très tôt et qui est relativement inné. Pas totalement, mais tout de même, qui est inné, c'est-à-dire que l'enfant, le bébé, c'est pour ça qu'on a mis des photos de bébé, très tôt va développer une empathie pour pouvoir comprendre les signaux que ses parents lui envoient et pour pouvoir dialoguer avec ses parents. Et de la même façon, nous, parents qui avons été bébés il y a bien plus longtemps que ça, avons intégré tous ces codes. Et donc, on sait bien que les parents vont être très sensibles aux micro-signes de leur bébé pour savoir ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Et donc, ce qui montre bien à quel point nous sommes tous empathiques, et ça, c'est très important de le préciser, parce que si on n'était pas empathiques tous les uns et les autres, eh bien, les bébés, c'est pas compliqué, les bébés humains, ils seraient morts, ils tiendraient pas. Parce que le bébé humain, il met à peu près 2 ans
à développer une bonne partie de son autonomie avant de pouvoir se mettre debout, marcher, parler un petit peu. Et donc cette autonomie met beaucoup de temps dans l'espèce animale de l'être humain. Et donc finalement, c'est bien cette empathie qui va apporter toutes les protections nécessaires et qui va permettre au bébé de se développer. Donc oui, nous sommes tous empathiques par définition, et c'est pour ça que nous savons élever nos enfants et les faire grandir de la meilleure façon possible. Alors ça montre bien que quelque part, ça se joue très tôt l'empathie et qu'on la développe tous très très tôt. On va rentrer un petit peu dans le détail de comment ça se structure dans le temps. Alors on y va. Voilà, la prochaine slide. Voilà. Alors, je vous disais au tout début de cette conférence et dans le titre de notre document qu'il y avait plusieurs empathies. Alors, on va en voir trois. Sachez qu'en réalité, il n'y en a pas que trois, il y en a même cinq. Mais dans celle qui nous intéresse le plus au niveau, on va dire, de l'entreprise, en tout cas dans les sujets de relations clients ou de manager collaborateur, d'expérience collaborateur, on va plutôt travailler sur les trois premières qui sont les plus utiles, les plus conséquentes dans la vie de l'entreprise. La première empathie, c'est l'empathie émotionnelle. Alors l'empathie émotionnelle, c'est pour ça qu'on a parlé du bébé tout à l'heure, elle se structure chez un être humain à peu près à l'âge de 1 an. Voilà, à 1 an, elle est déjà relativement stable. L'empathie émotionnelle, c'est celle qui va permettre de ressentir l'émotion chez l'autre et chez soi. C'est-à-dire que je suis capable de mettre dans ma tête une représentation de ce que c'est que cette émotion. Je vois que mon papa ou ma maman est triste, qu'il est en colère à travers les mimiques et les faciès de son visage, et je peux ressentir, moi, une peur, une tension, une colère, une agitation. En tout cas, je suis capable de mettre un mot sur l'émotion, et ça, très tôt, ça se fait à l'âge d'1 an, c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Donc très très tôt, l'être humain est capable de sentir qu'il se passe quelque chose pour mettre le doigt sur le problème. Il ne sait pas forcément analyser dans le contenu le problème, mais il sent bien qu'il se passe quelque chose. Alors ça peut être une émotion positive, comme une émotion négative, la joie, la peur, la tristesse, on y reviendra, mais en tout cas, il y a une capacité à ce stade à ressentir l'émotion, à l'identifier en tant qu'émotion, en tant que telle. Et puis, un petit peu plus tard dans le temps, à l'âge de 3 ou 4 ans en général, des fois 5 ans pour certains enfants, mais en général vers 4 ans c'est à peu près stable, on va avoir une autre couche supérieure, un niveau supérieur de la première, qui va s'appeler l'empathie cognitive, qui va être très importante et qui va se mettre en place progressivement. Et l'empathie cognitive, en fait, c'est la capacité à comprendre le pourquoi de l'émotion, le pourquoi de telle et telle émotion survient. Voilà, donc je vois qu'une personne est en colère, je vois qu'elle s'est peut-être pris la tête avec une autre personne à côté, et donc je comprends que, bon, bah, suite à cette discussion un peu compliquée, ça a pu générer une tension. Voilà, donc vous voyez, l'empathie cognitive, c'est la rationalisation de l'émotion. C'est le moment où je suis capable d'expliquer qu'est-ce qui a pu générer le facteur déclencheur de l'émotion. Voilà, et son impact sur la personne. Donc on est dans quelque chose de très rationnel, on n'est plus du tout dans une dimension émotionnelle, on est dans une rationalisation de l'émotion, une représentation de ce qui a pu se passer. Et à ce stade, c'est très important de le préciser, on n'est pas dans la dimension maximum de l'empathie, loin s'en faut, on est simplement dans l'explication de qu'est-ce que peut vivre la personne. Et d'ailleurs, les psychopathes l'ont bien compris, puisque aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis capable d'identifier l'émotion et de comprendre ce qui s'est passé que je suis nécessairement dans une empathie totale, on va le voir après, parce que je peux décider de n'en avoir rien à faire et que ça me passe totalement à côté de la tête ou que je le mets de côté. Et en gros, je n'ai pas d'état d'âme sur la situation. Voilà. Donc on peut tout à fait comprendre et avoir une empathie cognitive développée, mais pour autant ne pas du tout fusionner avec l'autre et ne pas être d'accord avec la situation et ce qui se passe. Voilà, simplement, on a une grille de lecture rationnelle de pourquoi cette émotion est survenue à un moment donné. Alors c'est là qu'arrive un moment absolument critique, essentiel, et qui est essentiel dans le learning, dans les approches de l'empathie, c'est qu'il y a un troisième niveau d'empathie, et là c'est une décision qui va progressivement se mettre en place. Et vous l'avez donc sur cette nouvelle slide, on retrouve l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, qui sont le socle de l'individu, et à un moment donné va se développer, et là ça se fait en général vers 12-13 ans, pour la plupart des individus, le développement d'une empathie mature, une empathie qu'on pourrait aussi qualifier finalement de bienveillance. Et là, si je la différencie par rapport aux autres, l'empathie mature, c'est de dire,
bah, effectivement, je vois ce qui t'arrive, je suis capable de changer de perspective et de prendre le point de vue de l'autre personne. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'empathie, c'est être capable de voir et de ressentir comment les autres peuvent vivre ou ressentir telle ou telle situation. C'est la capacité à se décentrer et à voir la situation à partir du point de vue de l'autre. Et donc, assez naturellement, quand on est capable de faire cet exercice, on passe dans une posture finalement de bienveillance parce qu'on accepte de se décentrer pour pouvoir regarder la situation autrement. Très important dans la relation client, manager, collaborateur, de pouvoir se décentrer pour non pas voir les choses en fonction de sa situation de collaborateur, par exemple avec un client au téléphone qui n'est pas content dans l'assistance, mais en fonction du point de vue du client et de la contrariété qu'il peut gérer. Voilà, pour pouvoir dépasser une posture essentiellement technicienne et rentrer dans une relation un peu plus intime, un peu plus riche, un peu plus premium sans doute. Alors, on va voir que finalement, ce moment de décider de passer en empathie mature est loin d'être évident. Ça commence à se développer, je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 12-13 ans, mais en vérité, c'est quelque chose qui va se développer tout au long de la vie jusqu'à sa mort. L'empathie mature est quelque chose qui se rejoue constamment et sur lequel on peut progresser. Donc là, véritablement, il y a un enjeu de compétence, de soft skill, comme on dit, qui est quelque chose qui s'éduque, qui est quelque chose qui peut grandir à travers des exercices, à travers du décentrage, pour pouvoir justement apprendre à être un peu plus dans l'intimité et à changer de point de vue par rapport à l'autre dans la relation. Et éviter de basculer dans le jugement de l'autre, qui serait finalement se couper de l'empathie, rester sur les deux premiers niveaux et ne pas aller plus loin. Alors je vais prendre un exemple assez simple de la vie du quotidien, qui va, je pense, être assez parlant. Imaginez, vous avez un couple de parents qui a un de ses enfants qui va à l'école, au collège, mettons, et puis qui, en général, termine l'école le soir à 16 heures. En temps normal, c'est madame, la maman, qui va chercher son enfant à l'école. Et allez savoir pourquoi, ce jour-là, elle oublie son fils à l'école, et l'école, le proviseur, enfin, le service administratif appelle les parents, appelle d'abord le papa, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre la maman, et puis ils disent, bah voilà, votre fils Christophe est resté devant l'école, il est tout seul, vous n'êtes pas venu le chercher, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Et donc là, le papa est complètement paniqué, il appelle sa femme, il finit par l'obtenir. Sa femme va chercher son enfant à l'école, le ramène à la maison, et le soir, quand il sait, mettons, l'heure du dîner, il reparle de la situation, et là, le mari va invectiver son épouse, lui dire, mais enfin, tu es complètement inconsciente, ma chérie, mais oublier l'enfant à l'école, mais qu'est-ce qui se passe, comment tu peux oublier tes enfants, enfin, c'est inadmissible. Donc là, elle reçoit tous les maux de la planète, elle est traitée de mauvaise mère, en tout cas, elle le ressent comme telle. Et donc là, bah, vous avez un mari qui, par rapport à la situation qui s'est passée, n'est pas du tout dans l'empathie mature, vous en conviendrez, qui est plutôt dans le jugement et qui est dans le jugement de son épouse et qui lui envoie tout un tas de qualificatifs probablement assez désagréables. On va imaginer que la scène, enfin que la vie continue dans ce couple, et 3 semaines plus tard, peu importe, ou un mois comme vous voulez, la même scène se rejoue, sauf que là, exceptionnellement, le matin, la mère avait dit qu'elle ne pouvait pas aller chercher les enfants à l'école, elle s'était calée avec son mari, et c'est le mari qui devait aller chercher à l'école parce qu'elle avait rendez-vous, mettons, chez le dentiste. Bon. Et ce jour-là, le mari, quand il va sur le chemin de l'école, et puis à un moment donné, il est au téléphone, il y a les embouteillages, il se loupe, il finit par oublier d'aller chercher son enfant à l'école, c'est quand même ballot. Et là, effectivement, bah pareil, l'école appelle les parents, finit par tomber sur la mère qui va aller chercher son fils, que le mari avait oublié, et puis voilà, la situation continue, il rentre à la maison, et là, nouvelle discussion à l'heure du souper. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le mari, il se confond d'excuses en disant, bah, écoute, chérie, tu comprends, j'étais avec un client au téléphone, c'était très important, en plus il y avait des embouteillages, j'étais très fatigué, j'ai eu une journée d'enfer. Et puis, bah voilà, écoute, je suis désolé, tu sais bien que ça m'arrive jamais, mais là, écoute, j'ai oublié d'aller chercher notre fils à l'école, je suis vraiment, vraiment confus. Et là, son épouse de lui dire, bah, écoute, je comprends tout à fait, c'est quelque chose que moi-même a pu m'arriver, ça peut arriver de s'oublier. Bref, elle se met à sa place, elle l'excuse, elle lui pardonne bien sûr cette erreur, bien entendu, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc là, on voit bien qu'à travers cet exemple, on a l'épouse qui a pris une position d'empathie mature, qui a décidé de se mettre sur le troisième niveau, de considérer la situation autrement, non pas en fonction, je ne sais pas, d'état d'âme et de sentiments, mais en fonction de la position de l'autre et de ce qu'il peut lui raconter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a vécu, ça ne veut pas dire que je lui donne raison sur le fond, mais je suis capable de changer de point de vue.
Et cette capacité à changer de point de vue est absolument essentielle dans ce qu'on appelle l'empathie mature, la bienveillance. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres niveaux qui sont intéressants quand on aborde l'empathie. Après, il y a ce qu'on appelle l'empathie réciproque, c'est le quatrième niveau, c'est la construction du sens commun. Je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas vraiment le sujet de notre conférence, mais sachez que ça existe. Et puis il y a même ce qu'on appelle l'empathie intersubjective, c'est la capacité à pouvoir également apprendre des autres et que les autres me disent des choses que je ne sais pas sur moi-même, ce qui pose le cadre du coaching, de l'accompagnement, de la supervision, dans les organisations notamment. Je ne vais pas m'étaler sur ces sujets parce que ça risquerait de compliquer notre débat dans l'immédiat. Alors, on va continuer sur cette empathie mature pour voir un petit peu maintenant comment on peut travailler cette empathie mature dans les organisations, concrètement dans les entreprises. Alors, je vais laisser à l'image se synchroniser. Voilà. Il y a un mot que vous entendez souvent dans les entreprises, que vous utilisez certainement, c'est le mot de résonance. Parce qu'effectivement, l'empathie mature, on l'a vu, c'est la capacité à changer de point de vue et à sentir ce que l'autre peut ressentir. Je pourrais résumer ça, l'empathie mature, en disant « Je vois que tu es dans l'émotion, je comprends ce qui s'est passé, je suis capable de ressentir ce que tu vis, parce que moi-même, j'ai pu déjà connaître une situation de cet ordre-là. » Alors là, ce qui est important, c'est que vous voyez, c'est qu'on ne peut pas être en empathie si on n'a pas une résonance avec la situation que nous raconte la personne. Ça veut dire que quelque part, la souffrance qu'elle vit, même si je ne suis pas à sa place, la souffrance qu'elle vit, la colère qu'elle ressent, la peur qu'elle peut ressentir, la tristesse ou d'autres émotions, je suis capable de comprendre parce que ce sont des émotions qui me sont familières et qui résonnent en moi. Pas forcément de la même manière, mais il y a une résonance. Et quand il y a une résonance, eh bien, ça veut dire qu'il y a une capacité à se mettre dans l'empathie pour voir le point de vue de l'autre. Donc, à retenir, qui est très important, et notamment dans les programmes learning de développement, c'est que je ne peux pas rentrer en empathie si je ne commence pas par sentir la résonance de ce qui se passe de la situation de mon client ou de mon collaborateur. Donc la porte d'entrée dans l'empathie va toujours passer par moi, par ma capacité à me laisser traverser par les émotions, plutôt qu'à les mettre de côté et à les éviter. Parce que c'est souvent ce qu'on entend dans les entreprises quand on travaille les émotions. Ah oui, mais les émotions, je les mets de côté parce que c'est quelque chose qui va me vampiriser et puis je risque d'être submergé par l'émotion. Et c'est tout à fait juste, parce que si effectivement on ne sait pas bien maîtriser, gérer ses émotions, on a le risque de s'enflammer, d'être complètement dans la fusion. Non, il faut se laisser traverser par elle, la ressentir, mais non pas fusionner avec elle. Et ça, c'est très important. Et c'est là que la résonance est possible. Donc il y a tout un travail qu'on peut éduquer dans les organisations sur comment apprendre à gérer, se laisser traverser par l'émotion, qui est un signal. On va y venir dans un instant. On continue, s'il te plaît, Elodie, avec la prochaine diapositive. Voilà. Quelque chose que je trouve important, j'ai envie de vous parler de la métaphore du cadeau. Quand on développe l'empathie, c'est quelque chose que j'ai utilisé dernièrement dans un dispositif de formation à des relations premium chez Allianz, notamment dans les métiers de l'assistance. Vous savez, ces téléconseillers au téléphone qui doivent faire preuve d'empathie le plus possible pour pouvoir soulager la contrariété du client. Parce qu'il est en panne sur l'autoroute, donc grande situation de stress, il a crevé un pneu, sa voiture tombe en panne, vous imaginez, c'est désagréments de la vie du quotidien. Toujours au moment où on va travailler, où on a un rendez-vous important. Donc effectivement, ce qui est important, c'est comment on va soulager la contrariété du client et pas simplement amener une solution technique d'assistance. En fait, j'ai utilisé cette image du cadeau et je vous la repropose dans le cadre de notre conférence aujourd'hui, parce que ce qui est important, c'est que très souvent, on a des conseillers ou des gens en relation client qui sont dans une posture éminemment technicienne et qui, à partir de l'exposé de la situation du client, c'est la photo du haut avec un cadeau, vont tout de suite vouloir aller à la solution. C'est-à-dire que le client vous donne un premier niveau d'information sur sa situation, sur son contexte. En fin de compte, cette information qu'il vous donne, c'est un peu comme un cadeau. Sauf que le cadeau, il est emballé, il est fermé. C'est-à-dire que le client, il vous donne un premier niveau d'information sur un premier niveau de demande. Mais si on a envie d'enrichir et d'être dans du haut débit relationnel, si on a envie de rentrer en empathie, ben c'est un peu comme la fameuse boîte à Pandore, la boîte de Pandore, pardon, il va falloir l'ouvrir cette boîte. Parce qu'un cadeau ne se révèle qu'à celui qui l'ouvre. Et effectivement, des fois, ça peut exploser. Mais fondamentalement, si on veut pouvoir soulager la contrariété du client, il va falloir être capable de l'ouvrir ce cadeau et d'interroger le client sur ses besoins.
Et là, on peut faire le lien avec les méthodes de vente classiques du son-casse dans les techniques de vente, par exemple, pour interroger le besoin du client. Est-ce qu'il a un besoin de simplicité? Est-ce qu'il a un besoin de confort, d'argent? Bon, toutes ces questions que vous connaissez bien. Donc, c'est une bonne manière, l'ouverture du cadeau, pour comprendre qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu s'intéresser à lui dans la phase de découverte de ses besoins. Ça, c'est très important. Alors, j'ai pris le son casse, je pourrais prendre la pyramide de Maslow et les besoins de l'individu. Il y a plusieurs grilles de lecture qui existent, mais à retenir que de toute façon, si je ne prends pas le risque d'être un petit peu plus dans l'intrusion, même si ce mot est souvent mal connoté en français, je ne peux pas accéder à plus d'intimité dans ma relation avec mon client. Et d'ailleurs, si je vous posais la question, même si là vos micros sont coupés, c'est de votre point de vue, l'écoute active, c'est quoi? À quoi on reconnaît une personne qui veut s'intéresser aux besoins de son client à de l'écoute active? En général, quand je pose cette question-là, très souvent on va me dire profondément je fais silence, je me mets totalement à l'écoute, j'essaye de ne pas avoir des images dans ma tête pour pouvoir bien écouter le client, et en effet ces choses-là sont très importantes. Mais il faut savoir qu'une posture d'écoute active, et c'était totalement prouvé par tout un tas d'expériences qui ont été vues dans les neurosciences, c'est que la première marque d'écoute active, c'est une personne qui pose des questions. Curieusement, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le silence et qui écoute, comme on pourrait l'imaginer spontanément, c'est quelqu'un qui commence par poser des questions à son interlocuteur. Parce que la façon de poser des questions et le fait d'en poser montre à quel point vous êtes en empathie et dans une volonté de vous rapprocher de lui. La deuxième grande compétence d'écoute active, c'est la capacité à faire des suggestions à votre interlocuteur. Et ensuite, il y a une autre dimension d'écoute active qui est très importante, c'est l'estime de soi. Est-ce que je suis dans la volonté de transformer cette conversation avec mon client, cette expérience que nous avons, comme quelque chose qui est apaisant, qui est positif par lui, et dans laquelle votre client, votre interlocuteur n'est pas en situation de victime ou de passivité. Donc, la capacité de transformer cet échange de relation client ou de manager-collaborateur comme un vrai simple moment d'échange et donc de renforcement de l'estime de soi. Ça, c'est très important. Donc, on voit bien que pour passer en écoute active, c'est pas aussi simple que ça. Il faut décider d'ouvrir le cadeau et il y a tout un tas de techniques dont je viens de parler qui vont permettre vraiment de travailler cette écoute active, cette écoute des besoins un peu plus profond. Alors, on va continuer notre voyage autour de l'empathie parce que vous allez voir qu'on va rentrer de plus en plus dans le détail avec des outils qui vont peut-être vous parler, j'espère en tout cas. Il y a un point qui me paraît très important d'aborder avec vous. C'est la différence, qui n'est pas forcément évidente, entre émotion et sentiment. Tout à l'heure, on parlait de différence, par exemple, entre sympathie et empathie. On a vu que ce n'était pas du tout la même chose. Eh bien, entre émotion et sentiment, de la même manière, on est sur des choses qui sont très différentes. Si vous regardez l'image qui est à droite, vous avez l'image d'un caillou qui tombe à l'eau. En fait, le caillou, c'est l'émotion, symboliquement dans cette image, et les cercles concentriques qui s'écartent autour de l'endroit où le caillou tombe à l'eau, c'est effectivement ce qu'on appelle les sentiments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion, en fait, c'est le changement corporel et c'est la perception que nous avons de ce changement. D'accord? Quand on a une émotion, il se passe quelque chose au niveau corporel. On le voit à sa transpiration, à son agitation, sa nervosité. Il se passe quelque chose au niveau du corps. Le sentiment, c'est la transposition de l'émotion dans le théâtre de l'esprit. Donc, en fin de compte, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes, qui est très court, et le sentiment, c'est ce qui reste de cette émotion dans le temps, et sur laquelle j'ai toute une série d'images qui vont se créer, et ça va se passer au niveau de l'esprit. Donc, les sentiments, il y en a des milliers, on pourrait appeler ça les humeurs, les deux termes sont totalement synonymes. Quand on a un sentiment, on est au niveau du mental, on n'est pas au niveau du corps. Et quand on est dans une émotion, on est dans quelque chose qui est physique. Et alors, pourquoi c'est très important? Parce que vous voyez aussi que l'inverse peut se produire également. C'est-à-dire que vous avez là une cocotte minute. Les sentiments, quand ils commencent à être totalement exacerbés, la cocotte minute, elle peut exploser. Et à ce moment-là, c'est le sentiment qui peut donner naissance aussi à l'émotion. Donc ça marche dans les deux sens. Mais retenez toujours qu'une émotion, c'est un signal dans le corps. Et un sentiment, c'est ce qui reste de l'émotion une fois qu'elle s'est refroidie. Elle se cristallise.
Et c'est pour ça qu'un sentiment peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps, des minutes, des heures, des mois. Parfois, il y a des gens qui restent dans la rancune pendant des années. Et c'est pour ça que le deuil, quand on parle de la tristesse, c'est l'émotion de base, mais après, on passe par le chagrin, et ça peut durer des années, et il peut même y avoir des personnes, parfois, qui ont du mal à sortir de ce chagrin, de cette apathie. Voilà. Donc, le sentiment est quelque chose qui peut durer très, très longtemps. Alors, pourquoi c'est très important de se poser la question entre émotion et sentiment? C'est que tous les sentiments sont rattachés à 5 émotions, enfin je devrais dire plutôt 6, à 6 émotions fondamentales. Et ces 6 émotions fondamentales, on va le passer à l'étape suivante. Voilà. Vous les avez ici dans ce que j'ai appelé le club des gènes. J'ai appelé ça le club des 5 gènes. En réalité, vous voyez bien qu'il n'y a pas 5, mais 6 émotions, puisqu'on a la joie qui est au milieu. Alors, ça, c'est un point très important. C'est un outil très important pour la relation client, la relation manager-coach, l'accompagnement dans les organisations. On est tous d'accord que le point qu'on a tous entre nous, c'est de vouloir être le plus joyeux possible, de viser le bonheur. Sauf que le bonheur, c'est quelque chose d'éminemment personnel, et que la joie pour chacun de vous qui m'écoutez, comme la joie pour moi, comme la joie pour Élodie, c'est un baromètre totalement personnel. On ne peut pas aider quelqu'un à être joyeux. On ne peut pas travailler sur la joie. La joie est propre à chacun avec son histoire. Ce qui rend joyeux telle ou telle personne n'est pas forcément ce qui me rend joyeux moi. Donc on n'a pas les mêmes référentiels. C'est très lié à l'histoire de vie. Donc on ne peut pas travailler la joie en tant que telle. On ne peut que travailler les choses qui encapsulent la joie et qui lui empêchent d'exister totalement pour un individu. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a fait cette espèce de cube ouvert, parce que vous avez toutes ces émotions autour, les 5 émotions toxiques, mais pas toujours toxiques, parce qu'elles ont aussi des vertus, qui vont peut-être obstruer le chemin de la joie chez l'individu. Alors dit entre parenthèses, c'est quand même une révolution dans les entreprises d'aborder les choses sous cet angle-là, parce qu'on parle souvent de bonheur au travail. Or, on ne peut pas travailler le bonheur au travail, on ne peut retirer que des éléments de gêne. Parce que je relis ce qui est en tête de mon slide, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Imaginez quand vous êtes rentré dans l'entreprise où vous travaillez actuellement, on va supposer que quand vous y êtes rentré, si vous deviez mettre une note de 20 sur 20, enfin une note sur 20, bah, vous n'étiez peut-être pas à 20 parce que vous étiez peut-être conscient que même dans cette entreprise où vous vous apprêtez à collaborer, il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas idéales, mais enfin, bon, globalement, si vous l'avez rejoint, c'est que vous aviez envie d'y aller. Donc on va dire de façon totalement arbitraire, vous étiez à 19 sur 20, pour ne pas dire 20. Voilà. On pourrait dire la même chose avec un couple qui se marie et qui s'engage. Le jour où ils s'engagent, a priori, ils se jurent amour et fidélité, ils sont à 20 sur 20 ou au moins à 18 ou 19 sur 20. Bon. Et puis, il va se passer 3, 4, 5 ans dans cette entreprise, 3, 4, 5 ans dans cette vie de couple. Et puis, petit à petit, peut-être, le couple, peut-être le collaborateur va avoir le sentiment que sa joie n'est plus totalement à 18 ou 19 sur 20, mais qu'elle est peut-être à 15 sur 20, 14 sur 20, je ne sais pas. C'est à voir en fonction des gens, c'est à eux de l'apprécier. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ce qui nous intéresse, nous, dans la relation d'accompagnement avec les collaborateurs, avec les clients, c'est qu'est-ce qui empêche un client de revenir à des notes de 17 et 18 sur 20? Qu'est-ce qui l'empêche de connecter sa propre joie à lui? Eh bien, c'est toujours ce qu'on appelle les émotions entre guillemets toxiques, du dégoût, de la colère, de la surprise, de la tristesse, de la peur. Ce sont toujours ces émotions qu'il faut interroger, parce que si le client ou le collaborateur a des contrariétés, il a des contrariétés qui lui empêchent de revenir vers sa joie. Et donc, ce qui est très intéressant à travers cet outil-là, c'est qu'on ne peut jamais travailler sur les sentiments. Rappelez-vous la différence sentiment-émotion qu'on a vu tout à l'heure. Les sentiments sont rattachés aux émotions, mais les émotions, les 5 que nous avons là, ce sont ce qu'on appelle les émotions racines. Et je devrais dire les 6, puisque la joie a également tout un tas de sentiments qui partent de la joie. Eh bien, tous les sentiments sont rattachés au cocktail de ces 6 émotions fondamentales. Donc, quand on veut pouvoir ôter une contrariété chez un client, quand on veut pouvoir travailler son besoin, puisque les émotions traduisent des besoins chez l'individu, donc quand on travaille la découverte, on sait à quoi on a affaire, et bien là, on a des portes d'entrée absolument magnifiques. Parce que des questions simples comme je vois que tu es visiblement angoissé, que tu es dans la peur, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te dégoûte dans la situation présente? Qu'est-ce qui a pu vous rendre triste, monsieur le client? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous met en colère? Par exemple, chez Allianz,
Effectivement, vous avez des clients qui, quand ils appellent, ils sont en colère, ils veulent une dépanneuse tout de suite, ils arrivent avec beaucoup de colère. Et donc, toute la question qui se pose, c'est comment les conseillers vont être capables d'accuser réception de cette colère, de prendre le temps de le faire et de pas tout de suite aller « Ah bah, je vais rentrer dans le dossier technique, vous demandez le numéro d'immatriculation de la voiture, commencer par vous dire que vous avez le droit à tel droit dans l'assistance ou vous n'y avez pas droit dans le cadre de votre contrat d'assistance. Non, je vais commencer par travailler le matériau de l'émotion parce que c'est là que je vais découvrir où sont les vrais besoins du client, qu'est-ce qui l'angoisse, qu'est-ce qui lui fait envie, comment je peux l'aider à retrouver des points de joie. » Donc retenez que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc le travail d'un conseiller, d'un commercial, d'une relation client, c'est toujours de retirer la peine pour permettre à la personne de contacter un petit peu plus sa joie. Peut-être pas totalement, peut-être pas au firmament de sa joie, mais un petit peu plus. Donc là, on a un outil très simple qu'il est important de comprendre qu'on ne peut pas travailler sur les sentiments, il y en a des milliers, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. Et n'importe quel sentiment humain est toujours une combinatoire et un mix de ces 6 différentes émotions qu'il faut pouvoir interroger. Donc ça, c'est un vrai outil de travail qui est très intéressant, qu'on peut utiliser beaucoup pour développer l'empathie, pour donner quelque chose de concret aux collaborateurs afin qu'ils puissent s'entraîner. Alors, on va continuer avec la slide qui suit. Voilà. Pour résumer, 2 slides que j'ai prévu de vous montrer, qui peuvent peut-être éclairer un peu tous nos échanges, enfin, tout l'apport que je viens de vous faire. On a évidemment les 12 composantes sur lesquelles on peut faire travailler les équipes pour travailler leur dimension de communicateur empathique. Si je les prends dans l'ordre, effectivement, la capacité à se relaxer. Donc effectivement, quand vous avez des appels et des appels au téléphone, on sait qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue physique qui s'installe et il faut pouvoir aider les collaborateurs à avoir des rituels de protection pour eux-mêmes des énergies toxiques et aussi de pouvoir se relaxer. Parce que si je suis en pleine tension à l'intérieur de moi, je ne vais pas pouvoir apporter le meilleur de moi-même à mon client. Donc il y a un travail sur le corps, un travail sur le relâchement qui est très apprécié des équipes. Pas toujours évident à faire dans les organisations, mais cette relation au corps et à l'agitation est quelque chose d'essentiel. Donc là, ça interroge aussi comment on peut aborder l'expérience du relâchement pour faire que au téléphone ou dans une relation client ou manager collaborateur, comment être le plus détendu possible. Être présent, donc toute cette qualité de présence, cette qualité d'accueil de la situation, et être présent, c'est être présent à l'émotion de l'autre, être capable de se laisser traverser par l'émotion, comme on l'a vu tout à l'heure. Ne pas la mettre de côté, puisque l'émotion, c'est quelque chose qui fait boule de neige. Si je la refuse, elle revient beaucoup plus fort. Cultiver le silence intérieur. Donc, si je commence à écouter mon client avec des a priori, ou je termine ses phrases avant qu'il les termine, parce que je veux vite aller à la solution, eh bien, je ne suis pas dans le silence intérieur qui ne va pas laisser place à une empathie. J'augmente la positivité. Si je ne cherche pas avec mon client à lui faire voir, mais moi aussi en tant que collaborateur, la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, ce qui montre l'importance de l'état d'esprit, de l'humeur et de l'énergie aussi d'un collaborateur, eh bien, je ne vais pas voir cette positivité dans la relation. Je vais devoir m'appuyer sur les valeurs les plus profondes. Il y a des valeurs universelles comme le respect, comme la bienveillance, comme la générosité. Il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut pouvoir aller rechercher dans la relation client parce que ce sont toujours des terrains d'entente sur lesquels il peut y avoir une alchimie qui se fait avec le client. Avec Allianz, plusieurs fois, je leur ai proposé de se remémorer un souvenir agréable. Je le fais également d'ailleurs avec Châteauforme. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez un client un peu plus difficile et que vous avez du mal à être dans une relation de parité, comme on l'a vu au début de cet apport, eh bien à un moment donné, comment retrouver une énergie positive, comment se remettre sur le bon niveau d'énergie en ayant peut-être une photo, un objet, quelque chose qui vous calme et qui vous permet de recontacter, de vous réancrer positivement dans la relation. Être attentif aux signaux non verbaux, et donc là c'est très essentiel parce qu'on est habitué à écouter, si je prends la métaphore de la chanson, on est souvent habitué quand on écoute une chanson à écouter les paroles, et pourtant ce qui va aussi nous séduire c'est la mélodie, c'est la musique. Et bien dans la communication, il ne faut pas simplement écouter les paroles de ce que vous dit le collaborateur, il faut écouter la musique de la relation. C'est pour ça que je parle avec les empathies du haut débit relationnel. Si je suis attentif à tous les micro-signes de la relation, eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir se synchroniser utilement pour son client.
Exprimer de la considération, ça va de soi, par rapport à la situation de son client, à savoir alimenter un capital confiance, savoir dire des choses positives à son client. Ensuite, parler chaleureusement, lentement, brièvement. Et ces 3 points sont bien différents et c'est des vrais points de training pour les collaborateurs ou pour les managers. Et puis, bien sûr, écouter attentivement avec les quelques points de repère que je vous ai dit tout à l'heure. Souvenez-vous, poser des questions, être dans la suggestion et faire que la relation soit un moment d'estime de soi et d'échange, avant même les autres paramètres de l'écoute active. Donc là, on a tout un faisceau de compétences, de comportements et de choses très concrètes sur lesquelles on peut faire travailler les collaborateurs et les managers pour qu'ils soient dans cette posture, mettons, de manager-coach, afin de rendre, mettons, l'expérience du collaborateur la plus riche, la plus idéale possible. On va continuer avec une dernière slide. Je vous parlais tout à l'heure dans ma présentation du leadership du cœur. Eh bien voilà, ça peut paraître des fois un petit peu saugrenu de parler avec le cœur, mais en même temps c'est très important parce que si on veut faire vivre des relations premium à nos clients, à nos collaborateurs, si on veut développer cette dimension d'expérience, eh bien forcément l'expérience c'est pas mental, c'est quelque chose qui part du cœur. Et donc, j'ai développé cet outil que je vous propose, en tout cas que je vous soumets en réflexion, en observation, les 5 dimensions importantes du cœur, la qualité de connexion, comment je prends contact avec le client, et donc là c'est les rituels, les mots, les gestes pour se synchroniser, comment je génère du haut débit dans la relation dès le décrochage téléphonique par exemple, le fameux sourire au téléphone, mais dans la posture, comment je peux faire. Ensuite, on a toute la dimension d'ouverture. Effectivement, est-ce que je suis dans un don, dans la volonté d'être généreux? Est-ce que je pose des questions à mes clients et quelle est la manière dont je pose ces questions sur ses besoins? Et puis les fameux signaux faibles du client qui vont me permettre d'être attentif au moindre signal dans la relation. Est-ce que je suis capable de m'engager pour mon client? Est-ce que je prends le temps de faire plaisir? La question du temps est primordiale. Est-ce que les conseillers ont le sentiment d'avoir le temps suffisant de faire du qualitatif avec leurs clients? Ou alors ils ont le sentiment d'être pris dans un prisme de productivité au téléphone, où il faut qu'ils enchaînent les appels et il faut qu'ils délivrent parce qu'il y a un taux de prise d'appel qui est attendu. Et le KPI du prise d'appel est des fois plus important que le KPI de qualité de la relation. Donc on voit bien l'importance de mixer les deux et de ne pas simplement gérer l'objectif de productivité. Et c'est parce qu'on va avoir cette possibilité de s'engager pour son client, de prendre le temps qu'il faut, qu'on va pouvoir donner le meilleur de soi-même. Enfin, devrais-je dire aussi, le côté unique. On est dans la volonté, dans les relations clients ou collaborateurs, de personnaliser ces relations, de les valoriser. Eh bien, effectivement, on va voir comment on peut utiliser l'intelligence émotionnelle dans les argumentaires, comment on va pouvoir toucher la personne, parce qu'on va avoir su rentrer en empathie avec elle davantage, avec tout ce qu'on a vu. Et enfin, le rythme. Le rythme, est-ce qu'on est dans le tempo du client? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on fait du passage en force? Comment on se synchronise? En fait, l'empathie, c'est la compétence clé pour danser avec l'autre. Alors, pas une danse seule, mais une danse à deux, quelle que soit la danse de salon que vous voulez. Mais cette image de la danse est très importante parce que quand on danse à deux, quelle que soit la danse, on voit bien que la synchronisation, c'est quelque chose de difficile dans la danse. Eh bien, l'empathie, c'est la capacité à bien danser avec l'autre et à être dans le bon rythme en permanence. Voilà un peu rapidement, un certain nombre d'apports que nous avions à cœur avec First Group de partager avec vous, de choses que l'on fait avec nos clients. J'ai parlé d'Alliance, mais je pourrais parler de plein d'autres expériences, Château Forme notamment, le Club Med, pour tout vous dire. Bref, des tas d'enseignes où on voit que cette question de l'empathie est de plus en plus centrale et que c'est celle qui permet d'enrichir la qualité de la relation. Et donc, effectivement, vous mettre en guise de conclusion cette belle image que vous connaissez tous très bien, j'en suis sûr. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, ce qui montre et caractérise cette belle phrase de Saint-Exupéry, qui caractérise l'importance effectivement de l'empathie, qui, comme je le dis souvent, l'empathie est à l'expérience ce que la poésie est à l'éveil des consciences. Voilà. C'est quelque chose d'essentiel. Si on veut pouvoir s'ouvrir à l'autre, si on veut pouvoir développer plus de conscience et de lucidité, il faut commencer par développer son empathie. Ça passe toujours par soi d'abord et la synchronisation dans la relation dans un deuxième temps. Je vous remercie pour cette écoute attentive et puis surtout, je serais ravi si vous avez des questions de pouvoir y répondre.